Salut les gars, je suis actuellement aux Seychelles, sur l'île, il me semble, de Grande Sœur. C'est une île protégée où il y a juste deux mecs qui habitent dessus pour vérifier qu'il n'y ait aucune intrusion, pour faire payer les taxes. C'est vraiment ouf. Les mecs, ils passent la nuit tout seuls là-dessus. Et j'imagine s'il y a une intrusion, ils doivent être capables d'intervenir, d'arrêter les mecs. Ils ont des gros chiens, ils mettent des amendes, enfin un truc de fou. Il y a même des tortues. Qui se baladent sur cette île. Du coup, j'en profite pour une petite réflexion. Je suis psychologue spécialisé en psychothérapie cognitive et comportementale. Dans la psychothérapie cognitive et comportementale qu'on appelle TCC, il y a 3 vagues. La première vague, c'est la vague comportementale, où on fait abstraction de ce qu'on appelle la boîte noire, la black box, c'est-à-dire ce qui se passe dans le psychisme, les pensées, les émotions, et on s'intéresse qu'à l'action-réaction. Donc la situation qui amène à un comportement. Et on essaye de prévoir comment produire tel ou tel comportement. Et ce type de thérapie, ça a commencé avec le traitement des phobies, où on remarquait que les gens, par exemple, qui avaient peur des grosses tortues, si on leur faisait passer assez de temps avec les grosses tortues, ils finissaient par s'habituer, ils n'avaient plus peur. Ensuite, la deuxième vague, c'est la vague cognitive, avec Aaron Beck, qui travaillait avec un modèle psychodynamique, il me semble même freudien. Et il s'est rendu compte que chez les patients dépressifs, on retrouvait ce qu'il appelle la triade cognitive de Beck, c'est-à-dire des pensées négatives sur soi-même, je suis nul, sur les autres ou le monde, les autres sont hostiles, et sur le futur, c'est-à-dire le futur est noir. Et à partir de là, il s'est posé la question de comment restructurer ces pensées-là pour avoir une interprétation différente et aller mieux. Ensuite, en ce moment, on est dans la troisième vague. C'est une vague que je qualifie d'affective. Comme ça, on commence par le comportement, ensuite on a les pensées, ensuite les affects. Et c'est dans cette vague-là qu'on a la thérapie de Acceptance and Commitment Therapy, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ou la thérapie par la méditation mindfulness. Et dans cette vague-là, on essaye de s'approprier le moment présent, de ressentir les émotions, de laisser venir les émotions, de canaliser les émotions, et d'avoir une certaine forme d'acceptation de ce qui est, de ce qu'on ne peut pas changer, une forme de lâcher prise et de compassion pour soi-même, de gratitude. Et voici où me mène ma réflexion, c'est que actuellement, avec l'essor de la thérapie psychédélique, et en parallèle
avec l'accès à l'information, les gens qui vont de plus en plus se renseigner sur tous les modes de thérapie, qui remettent en question la médecine traditionnelle avec les médicaments, de plus en plus de gens vont se tourner vers des traitements holistiques, vers même des guérisseurs, toutes sortes de thérapeutes. Il y a une petite poule là. Je sais même pas si c'est une poule. Et dans ces traitements holistiques, on se base beaucoup sur la physique quantique. Déjà par rapport à l'expérience des motos sur l'eau, sur la mémoire de l'eau qui est très remise en question, qui est très controversée, où il avait pris des échantillons d'eau à qui il disait des mots avec une intention, soit des mots vertueux avec une intention vertueuse, par exemple amour, soit des mots négatifs avec une intention négative, comme la haine, des choses comme ça. Et ensuite, il a congelé ces échantillons d'eau et il les a observés au microscope. Et il a remarqué que les échantillons auxquels il disait des mots vertueux montraient des cristaux de glace très organisés, alors que ceux à qui il disait des mots négatifs montraient des cristaux désorganisés. L'image est moche, quoi. Elle ressemble à rien. À partir de là, il y a tout ce qui est aussi loi de l'attraction, tous ces concepts où, par exemple dans le livre Le Secret, où le principe de base c'est quand vous voulez quelque chose, demandez-le à l'univers. Visualisez tout le parcours que vous allez devoir suivre jusqu'à obtenir cette chose, et à partir de là, commencez à vivre comme si c'était déjà acquis. Et je connaissais déjà ces principes, je les avais déjà utilisés un peu de façon hasardeuse, parce que la psychologie c'est ça, hein, c'est des choses évidentes qu'on utilise de façon random, mais jusqu'à ce que quelqu'un qui s'y connaît nous montre la direction et nous dise oui, c'est ça que tu dois continuer à faire, on continue à le faire de façon hasardeuse, et puis on dit ah oui mais c'est évident, je l'ai déjà fait, mais en même temps on le fait pas tout le temps. Bon. Donc quand je devais passer ma matu, l'équivalent du bac, j'étais en gros échec scolaire et j'avais déjà commencé à m'imaginer comment ce serait le jour où je recevrais mon diplôme de matu. Et à chaque fois que j'étais découragé, je m'imaginais ça, jusqu'à ce que je sente une émotion positive, et ça m'aidait. Et ça rejoint un livre là que j'ai lu, que j'ai commencé à lire dans l'avion pour venir ici aux Seychelles. C'est Breaking the Habit of Being Yourself de Joe Dispenza. Et dans ce livre, il résume un peu ça. C'est basé sur son expérience personnelle, où lui il est chiropracticien et il s'était cassé le dos, quoi. Il s'était détruit la colonne vertébrale. Et on lui a dit qu'il était obligé de se faire opérer. Autrement, il pourrait peut-être plus marcher, quoi. Et le fait, c'est qu'il a utilisé des techniques de visualisation et de méditation où il s'est imaginé tous les jours reconstruire sa colonne vertébrale et comment ce serait quand elle serait guérie, etc. Et une fois qu'il a guéri, contre toute attente, il a attribué la guérison de sa colonne vertébrale à cette pratique-là. Et ce qu'il dit, c'est que pour que ça marche, il faut déjà émettre une pensée, je veux guérir ma colonne vertébrale, elle est guérie. Et cette pensée, elle doit être accompagnée d'une émotion qui lui est congruente. C'est-à-dire une émotion, si possible, de gratitude ou d'amour, une émotion positive qui lui est congruente. Par exemple, si vous imaginez que vous allez réussir vos examens
à l'école, mais qu'en parallèle, que vous vous dites je vais réussir, vous avez une grosse émotion d'angoisse qui vous fait peur de rater, ça va pas marcher. Parce que du coup, vous envoyez un message contradictoire dans l'univers, dans le champ quantique, où tout est relié. Il y a un peu de vent là. Cet arbre, il est dingue. Je me demande si c'est pas un palétuvier ou un truc comme ça. Donc, pour que ça ait un écho au niveau quantique et que ça vous revienne dans l'univers, il faut que ce soit congruent. Donc si je m'imagine que je réussis mes examens parce que je veux réussir mes examens, il faudrait que j'ai une émotion positive de gratitude quand j'imagine la situation où je reçois mon diplôme et que je ressente déjà la gratitude maintenant, comme si c'était déjà le cas. Et ça, dans beaucoup de sources, on retrouve ce concept-là. Sur la physique quantique, si je me rappelle bien, donc il y a ce phénomène de réduction du paquet d'ondes, où quand il n'y a pas d'observation, tout est un peu en même temps. Et dès qu'on observe, dans tous les possibles où tout est en même temps, ça choisit une possibilité et puis ça se matérialise dans celle-là. Grosse tortue là. Est-ce qu'elle est contente celle-là? Ah, elle est contente. C'est hyper gentil une tortue. Donc voilà, c'est la réduction du paquet d'ondes. Et ils ont étudié ça sur les électrons, sur les atomes où l'électron est partout en même temps. Mais une fois qu'on observe, il choisit un endroit où il est et il se matérialise là. Et ce que dit Joe Dispenza, c'est que nous sommes faits d'atomes. Et suivant comment nous nous observons nous pouvons matérialiser impossible de façon volontaire. Après, la deuxième loi de la physique quantique, c'est que c'est l'intrication, c'est que quand deux éléments se rencontrent et se lient, peu importe le temps et la distance, quand l'un réagit, l'autre réagit de la même façon. Et il en arrive à la conclusion que... ma cocotte, tu m'écoutes, hein? Il en arrive à la conclusion que du coup, au-delà du temps et de l'espace, on peut avoir accès à des versions de nous-mêmes dans le futur et dans le passé. Et pour ça, il se base sur une étude qu'il cite dans le livre où ils avaient regardé les résultats médicaux de deux groupes. Un groupe pour lequel on a prié et un groupe pour lequel on n'a pas prié. Et ils ont vu qu'il y avait une différence significative. Les résultats médicaux, les outcomes, enfin, comment la personne guérit, comment elle s'en sort, c'était significativement beaucoup plus positif dans le groupe où on a prié. Donc déjà, ça c'est étrange. Ça montrerait un effet de la prière. Au-delà du placebo, parce qu'il me semble que c'était à l'aveugle, les patients ne savaient pas si on avait prié pour eux ou pas. Ensuite, ce qui était étrange, c'est que ces dossiers médicaux, ils dataient de 10 ans avant. Ils étaient anciens de 10 ans. Donc les patients étaient déjà guéris aujourd'hui. Mais ceux pour qui on avait prié aujourd'hui avaient mieux guéri il y a 10 ans en arrière. Ce qui est hyper étrange. Ouh là, il y a un gros chien. Ouf. Il est pas content, je crois. Je vais me casser. Gros chien sur le balcon. Du coup, après les 3 premières vagues de TCC, comportementale, cognitive et affective, je me disais que la 4e vague allait être quantique, en complément de la médecine psychédélique, qui est déjà un peu, qui nous fait déjà rentrer un peu dans des états quantiques. Voilà. Du coup, à partir de tous ces éléments que je vous ai donnés là, je voulais commencer une base de réflexion pour voir comment élaborer ça, comment développer tout ça. Donc, bon, alors je vous laisse et puis à bientôt pour la suite. À plus.